bienvenue à tous autour de cet échange sur notre dernière table ronde de l'après-midi sur l'électrification, la green tech et les nouvelles opportunités dans l'industrie. Alors on en a beaucoup parlé cet après-midi, la région va accueillir les 4 gigafactories et d'après ce que dit Xavier Bertrand, ça n'est pas terminé. On risque de doubler, d'en accueillir bien plus. Donc pourquoi la région des Hauts-de-France a été choisie? Évidemment parce que nous avons un accueil très nordiste, mais aussi parce qu'on a des infrastructures. Et donc je vais me tourner vers Mathias Povs, vous êtes directeur régional EDF. Nous avons le choix des industriels, des gigafactories se sont portés sur la région des Hauts-de-France parce que on a des infrastructures électriques. Comment ça se met en place? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça se met en place bien. Bon, Déjà, je voudrais rassurer, nouvelle. il est parti, mais Éric Villain disait qu'on manquait d'électricité décarbonée. On produit plus qu'on ne consomme. On a produit 51 TWh et consommé 47 l'année dernière. Donc on a 4 TWh. 4 TWh, on fait quelques tonnes d'hydrogène si on veut. Alors là, oui, énergie décarbonée, c'est nucléaire et éolien. Oui, c'était la production globale d'électricité. Oui, alors forcément, la région s'est lancée dans un double défi finalement. C'est à la fois réindustrialiser, on va en parler, et puis décarboner. C'est-à-dire que dans le même mouvement, il faut à la fois décarboner l'industrie qui existe et s'équiper en infrastructure pour produire de l'énergie décarbonée, donc essentiellement de l'électricité. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a en moyenne dans le monde, l'énergie qui est consommée de manière, sous forme d'électricité, c'est 25% de l'énergie finale. Le reste étant du fossile. Donc vous voyez le chemin qui nous sépare. L'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'on devrait atteindre aux alentours de 60% d'électricité. Donc on va devoir passer de 25 à 60. Alors on a un avantage en France du fait de notre mix historique, à la fois hydraulique et nucléaire, plus le développement des énergies renouvelables qui se fait depuis maintenant quelques années. Et en Hauts-de-France, on a aussi un avantage. En Hauts-de-France, je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a le premier parc éolien de France terrestre, c'est en Hauts-de-France. Ça a produit 23% de l'électricité décarbonée des Hauts-de-France en 2022. On a la première centrale nucléaire d'Europe maintenant, qui était la deuxième, et Zaporizhzhia, vous le savez, pour des raisons malheureusement géopolitiques, elle est arrêtée, et qui a vocation à se développer avec 2 nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines, plus l'ensemble des moyens de production d'énergie renouvelable, parce qu'on parle des gros cailloux, si j'ose dire, mais il y a aussi tout le développement de, Frédéric Sels en a parlé tout à l'heure, le développement du solaire en toiture, de l'autoconsommation, des grands parcs solaires. EDF est opérateur et avec le GPMD installera une centrale photovoltaïque de 14 hectares sur les délaissés, c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas utilisables du GPMD par exemple. Donc on se retrouve avec un mix, sans oublier les éoliennes qui vont arriver au large de Dunkerque. Tout à fait. Le parc éolien offshore, ça a été dit tout à l'heure, de 600 MW qui arrivera en 2028. Donc on voit qu'on est à la fois la première région nucléaire, mais également la première région ENR. Donc on a le mix quasiment cible. Il y a quelques années, on parlait de 20% d'ENR et on se disait qu'il faut se projeter à 20%. On est déjà à 23% dans les Hauts-de-France et on voit que la dynamique se poursuit. Donc on est demain avec un mix décarboné qui est le plus dense de France. Et donc, qui nous permet d'avoir un avantage compétitif et l'attractivité du territoire. Je crois que Sylvain intervenait tout à l'heure, Sylvain Pénaud, où il intervient après. Non, il intervenait avant. Sylvain l'expliquait, c'est un des facteurs d'attractivité pour les gigafactories, puisque... Effectivement, ça fait partie des choix. Il y a l'accueil nordiste, mais effectivement... Et voilà, pour produire et décarboner l'industrie de l'automobile, le but, c'est de passer aux véhicules électriques. Mais si on fabrique les batteries avec de l'énergie carbonée, on réinjecte du carbone dans la chaîne de valeur. Exactement. Donc la région des Hauts-de-France est très bien placée au niveau de l'énergie. Et justement, on est aussi bien placé au niveau de l'automobile, puisque première région en termes de construction. Donc là, je me tourne vers Pierre-Benoît Hamon. Vous êtes donc manager performance écosystème chez la toute nouvelle filiale Ampère du constructeur Renault. Alors comme ça a été développé il y a quelques semaines, même pas 15 jours, vous allez nous présenter un petit peu ce qu'est Ampère et la philosophie du constructeur? Très bien, merci Gaëtan. Renault, c'est une jeunette de 120 ans, mais
qui est appris à se renouveler, bien sûr, avec le temps. Et aujourd'hui, on a devant nous un certain nombre de challenges. Alors, quand je dis devant nous, on a déjà les deux pieds dedans. La première chose, c'est l'échéance qui nous est donnée par la communauté européenne de ne plus vendre de véhicules thermiques à l'horizon 2035. Le deuxième élément de contexte, c'est une concurrence féroce chinoise qui s'est largement développée ces dernières années. Et troisièmement, de nouveaux usages en termes de mobilité, des attentes particulières des consommateurs sur la connectivité des véhicules. Tout ça fait un ensemble de challenges pour lesquels on s'est dit il faut qu'on y apporte une réponse systémique. Et la réponse systémique aux enjeux de la mobilité décarbonée, on va dire, c'est la création de cette entité Ampère. Alors en quoi ça consiste en fait? Ça vise à fédérer un certain nombre de ressources, de compétences, que ce soit en termes de développement, d'essais, alors bien sûr sur le véhicule en lui-même, mais aussi sur le digital, le software, etc., de fédérer l'ensemble de ces ressources au sein d'un même pool pour améliorer, on va dire, l'efficacité de la matière grise. On vous présente comme le pure player de l'électrique et du software. Tout à fait, c'est ça. Donc on crée une entité qui est vraiment dédiée au développement du véhicule électrique et de ses usages. Donc ça consiste à développer des plateformes 100% électriques. C'est pas, on adapte, jusqu'à présent, on adaptait des moteurs électriques sur des véhicules, sur des plateformes existantes. Là, on développe de véritables plateformes électriques. Donc on a commencé avec la plateforme C, la Mégane E-Tech, qui est produite ici à Douai depuis l'année dernière, qui est complétée par la Scénic E-Tech qui va être commercialisée dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est le segment C, segment familial, on va dire. Et puis sur le segment B, les véhicules urbains, on va avoir la Renault 5 et la Renault 4 qui vont là aussi sortir des usines des Hauts-de-France dans les prochains mois. Alors, la région compte 2 sites, Maubeuge et Douai. J'ai eu l'occasion de visiter Douai qui se transforme effectivement par rapport à l'arrivée de cette électrification des véhicules. Donc oui, vous, votre objectif, c'est 1 million de véhicules, c'est ça, produits en 2031 ? C'est ça. On se donne comme objectif de produire 1 million de véhicules électriques d'ici 2031. Donc sur ces plateformes qui vont être amenées à évoluer, d'ailleurs conjointement avec nos partenaires de Gigafactory de batterie, puisque la technologie de la batterie, on l'a évoqué cet après-midi, évolue, le véhicule évolue avec elle. Donc Ampère, c'est 4 sites industriels, dont 3 dans le Hauts-de-France. Vous n'avez pas mentionné Ruisse, qui est à côté de Béthune, qui est aussi un site important du dispositif. Des centres de recherche qui sont un peu partout, mais tous situés en France. La spécificité d'Ampère, c'est que l'ensemble des activités, que ce soit de développement ou de production, est situé en France. Donc, 2 sites importants de production de véhicules à Douai et à Maubeuge. Mais je voudrais ajouter qu'en plus de toute cette organisation, on s'appuie sur un écosystème. Alors, on a parlé 50 fois d'écosystème cet après-midi. Le mot est à la mode. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce sont tout d'abord des partenariats industriels avec nos partenaires Gigafactory. Sylvain Pénaud était là tout à l'heure pour représenter Vercor. Tout au long de la chaîne de valeur du véhicule électrique, on définit un certain nombre de partenariats. On a créé une co-entreprise sur le site de Ruisse justement pour produire des bacs batteries. Écosystème, c'est aussi un écosystème avec le monde académique. On a parlé d'Electromob aussi plusieurs fois au cours de l'après-midi. Et puis des partenariats dans le domaine de l'innovation. Et une personne de Diagrams tout à l'heure, une start-up lilloise était là, avec laquelle on travaille pour l'optimisation de nos données de process. Donc l'écosystème, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et donc, du coup, dans cet écosystème, je présente Lucie Hackett, qui est cofondatrice de Mashup Green. Donc, vous travaillez sur une notion, notamment notion de... Vous êtes un cabinet conseil spécialisé dans la valorisation des déchets. Et donc, notamment la batterie. Et la batterie, les déchets sont liés à l'énergie. Et vous travaillez sur un projet de batterie stockage stationnaire. Donc, il y a les batteries qui vont être embarquées dans les véhicules. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette énergie, de ce projet sur les batteries stationnaires pour le stockage de l'énergie renouvelable? Bonsoir. Donc effectivement, Mashup, on est une petite équipe qui accompagne nos clients. Donc en fait, c'est les projets de mes clients dont je vais parler, pas les miens. On apporte des compétences qui soient scientifiques, techniques, financières, réglementaires. On travaille essentiellement, alors pas des grosses entreprises comme les vôtres, mais plus des PME, des PMI, des petites ETI qui, à un moment, sur des projets effectivement de valorisation de déchets, les batteries pouvant en faire partie, ont besoin de compétences complémentaires.
C'est vrai que ce qu'on observe beaucoup, alors pour la batterie, mais pour d'autres déchets, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est vraiment une tendance très forte dans le réemploi et dans la seconde vie. De dire le recyclage, c'est très bien, mais si on peut privilégier la seconde vie, on va aller économiser des ressources, notamment de l'énergie, puisque le recyclage Et va réutiliser ces batteries qu'on va produire en quantité. Alors, il y a des projets, j'irai aujourd'hui, beaucoup plus matures sur de la régénération de batteries, mais sur des batteries qui sont des véhicules thermiques actuels, qu'on arrive assez bien à régénérer, que ce soit pour du véhicule léger, du poids lourd ou des batteries de serveurs informatiques aussi, parce que là aussi, il y a des gros gisements là-dessus. Voilà. Mais on voit aussi beaucoup de projets arriver et de réflexions en se disant quelle sera la deuxième vie de ces batteries lithium pour les véhicules. Il va y en avoir de plus en plus. Alors on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure, c'est des choses qui sont déjà envisagées, de dire avant même de penser au recyclage, quelle sera la seconde vie. Le stockage stationnaire, il va y en avoir besoin. Chez beaucoup de clients, nous aussi, qui ont, de par leurs investissements industriels, refont du foncier et donc vont installer du photovoltaïque. À un moment, ils se posent la question aussi en se disant mince, je produis pas le week-end. Et l'énergie que je produis le week-end, mais qu'est-ce que j'en ferai? J'aimerais la stocker et la réutiliser la semaine. Donc, on voit aussi beaucoup d'usages nouveaux qui apparaissent pour du stockage stationnaire. Et donc, pourquoi pas privilégier le réemploi de batteries qui n'ont plus les capacités pour être sur du véhicule. Alors, il y a la notion effectivement de réemploi et peut-être aussi d'écologie industrielle de plusieurs acteurs qui peuvent notamment utiliser ensemble. Mathias Pov, justement, peut-être parler comment on fédère les acteurs, notamment, on a beaucoup parlé de Dunkerque cet après-midi, évidemment. Peut-être comment EDF peut mutualiser les ressources autour de l'autoroute de la Chaleur, par exemple, comme avec Vercors, comme avec... Alors c'est un bon exemple. En fait, on s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà, on aura besoin de dans le jargon, on appelle ça des flexibilités des services systèmes. C'est exactement ce que Madame vient d'expliquer. C'est comment on peut gommer les pointes entre guillemets de production qui ne sont pas utilisées pour réutiliser au moment où on en a le plus besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle les flexibilités. On en aura besoin de plus en plus du fait de l'intermittence des énergies renouvelables qui se développent. Et ensuite, il y a un domaine. Il y a deux domaines qui sont extrêmement importants. C'est la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à usage identique. La sobriété, c'est comment on arrive à consommer moins en changeant les usages, mais l'efficacité énergétique, c'est à usage équivalent, comment la technologie nous permet de consommer moins. Ça, c'est une première étape. Et deuxième étape, la récupération de chaleur dit fatale, par exemple. Aujourd'hui, à Dunkerque, c'est l'équivalent, c'est 3,4 TWh par an qui sont envoyés aux petits oiseaux, comme on dit, c'est-à-dire qui s'échappent. C'est-à-dire que dans certaines usines, on déploie de l'énergie pour refroidir les process. De l'autre côté, à quelques centaines de mètres, on utilise de l'énergie pour faire de la chaleur. Donc, une étude avait été menée avec l'ADEME, la communauté urbaine de Dunkerque et EDF, et le GPMD, le Grand Port Maritime de Dunkerque, pour voir comment on pouvait cartographier ceux qui produisaient, ceux qui en avaient besoin pour récupérer de la chaleur. C'est une étude qu'on a appelée Epiflex, qui nous a mis en évidence qu'on pouvait récupérer de la chaleur chez certains industriels pour la fournir à d'autres. Et de là est née la fameuse autoroute de la vapeur, c'est-à-dire à partir d'industriels qui émettent de la chaleur, avec des échangeurs, permettent de générer de la vapeur, la transporter et l'amener, notamment chez Vercors, qui est un des premiers clients fléchés pour utiliser cette vapeur, pour pouvoir l'introduire dans son process. Donc oui. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle l'écologie, l'économie circulaire. Et la région a été une des premières à mettre ça en place. Elle devient même exemplaire à ce niveau. Exactement. Mais là, c'est une des premières fois où on va venir à cette échelle-là, qui n'est pas un démonstrateur, mais bien un ouvrage industriel, avec des industriels qui délivrent de la vapeur et de la chaleur fatale et réutilisés dans un process industriel. Donc ça nécessite, il faut quand même le dire, c'est absolument pas trivial et évident de définir le modèle économique, puisqu'il faut définir un gros modèle économique, l'infrastructure technique et après l'ingénierie contractuelle pour que l'on puisse collectivement partager les risques et investir ensemble dans un ouvrage qui va durer plusieurs dizaines d'années pour être exploité. Alors Pierre-Benoît Hamon, chez Ampère, il y a encore une autre notion de véhicule to grid qui va
qui permet que l'énergie stockée dans la batterie d'un véhicule puisse être redistribuée vers le réseau électrique. On est vraiment dans un réseau. Ça fait tout à fait la transition avec ce que vient de dire Mathias Pause et le besoin de flexibilité. La technologie aujourd'hui permet, par le biais de ce qu'on appelle des chargeurs bidirectionnels, à la fois au niveau du véhicule et puis au niveau des bornes, de pouvoir utiliser la batterie du véhicule électrique comme une prise de 120 volts en fait, et de pouvoir utiliser cette énergie stockée dans la batterie, non seulement pour faire avancer le véhicule, mais aussi pour alimenter tout un tas d'objets, que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc cette technologie, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de restituer au réseau de l'énergie au moment où le réseau en a besoin, d'effacer un petit peu les pics et d'optimiser en fait l'usage d'énergie décarbonée. Donc c'est tout à fait vertueux et ce que permet le véhicule électrique. Et il y a plein d'autres opportunités. Vous me parliez de software design véhicule. Voilà, il y a plein d'autres opportunités avec Ampère de révolutionner un peu le business model de la voiture d'aujourd'hui. Oui, en complément. Alors, quand on parle de véhicules électriques, en général, on parle de batterie. On parle énormément de batterie puisque les enjeux industriels, notamment liés à l'emploi, sont gigantesques. On parle beaucoup des moteurs électriques, mais on parle un petit peu moins du software parce que ça se voit pas. Hein, ce sont des lignes de code, mais c'est tout aussi important. Les aspects connectivité du véhicule aujourd'hui permettent de mettre à jour le véhicule. C'est ce qu'on appelle le SDV, le Software Design Vehicle, un peu de la même manière que vous pouvez télécharger des mises à jour sur votre téléphone. Aujourd'hui, vous pouvez aussi télécharger des mises à jour sur votre véhicule, y apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc il y a un enjeu pour le constructeur de construire une architecture électronique qui permette d'être évolutive dans le temps, mais ça fait en sorte que votre véhicule ne se périme pas, reste toujours au meilleur niveau de performance et permet d'acquérir des services complémentaires au fur et à mesure où il se développe. Avec, oui, notamment des mises à jour automatiques. Donc la région, on a l'énergie, on a les acteurs qui veulent travailler ensemble, on a les constructeurs qui vont appuyer sur l'accélérateur pour les batteries. Le mot de la fin, vous, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité d'avenir pour la région ? Est-ce que vous voyez que ça bouge dans le bon sens, justement? Enfin, on vient de le dire, on l'a dit toute l'après-midi, mais je vous laisse le mot de la fin sur ce que vous envisagez pour la région, ce que vous lui citez, ce que nous souhaitons. Alors peut-être citer, parce qu'on parlait justement de l'innovation, la capacité d'innovation. On a ici Antoine d'HTFID et puis Laura qui est du pôle Médée pour faire le lien avec ce qu'on évoquait. Il y a un projet qui s'appelle Groupé qui est en train de se développer, qui est justement comment on gère du smart charging avec un bailleur social, avec de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire de la production pour plusieurs usages d'énergie renouvelable photovoltaïque, et l'école d'ingénieurs des arts et métiers. Donc je pense que l'opportunité dans la région, c'est d'avoir des infrastructures, des industriels, parce qu'on parle quand même de la première région automobile de France. On voit que c'est la première région énergétique de France. Rien que la plaque dunkerquoise, c'est la plus grosse plaque énergétique d'Europe. On a des contraintes, puisque Dunkerque est 21% émetteur de CO2, c'est 21% des émissions de CO2 en France. Mais justement, on en a fait de ce risque on a fait d'un handicap une opportunité, et l'ensemble de la dynamique, notamment initiée par une unification de ces volontés autour de REV 3 et de la région, a fait qu'on innove, on a les industriels et on est en train de convertir quelque part une région d'industrie qui était carbonée, qui est en train de se réinventer, c'est-à-dire se décarboner et en même temps de se réinventer avec des nouvelles énergies. Et Lucie Hackett, on en parlait, il y a aussi cette notion d'engagement des collectivités aussi qui s'engagent pour cette notion d'écologie industrielle. Tout le monde se mobilise dans la région. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de réflexions qui arriveront. On en parlait tout à l'heure, que ça soit l'interdiction d'artificialisation des sols, mais qui va conduire aussi à avoir d'autres réflexions sur les friches industrielles. Je pense aussi à avoir des vraies réflexions sur les usages. Nous sommes la région qui a longtemps resté la plus importante avec
le plus de friches industrielles. Donc voilà, oui, et je suis y a assez de quoi confiante sur la capacité des différents acteurs publics et privés à faire un atout de ces friches industrielles avec une réflexion sur l'implantation de différentes activités, avec des usages différents de l'énergie, des matières. Le déchet de l'un peut être le produit de l'autre, et je vois vraiment des réflexions intéressantes là-dessus. On a aussi beaucoup parlé des plus jeunes, de la jeunesse, de la formation et autres. Nous, on est bien placés chez Mashup pour voir beaucoup de projets, de jeunes startups, de réflexions sur l'économie de la fonctionnalité qui peut s'appliquer à la voiture. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et une vraie capacité à travailler ensemble. Et je vois là un très bel atout. Merci beaucoup. Merci. Donc les Hauts-de-France se transforment, les Hauts-de-France bougent, on se décarbone, on a de l'énergie et on a l'envie d'avancer. Merci à tous d'avoir assisté à cette seconde édition de Transformons les Hauts-de-France. Retrouvez toute l'information économique de la région et d'ailleurs sur latribune.fr et retrouvez cette diffusion en replay sur tous nos médias. Merci beaucoup.